à tous, Daniel Cap, au nom de la T2E, je suis très heureux de vous accueillir à ce nouveau webinaire sur le plan de décarbonation de l'industrie dans le cadre du plan de relance. Sur un plan pratique, merci de couper vos micros, vos caméras et d'utiliser la rubrique questions pour poser toutes vos questions. Il sera répondu par écrit pendant la réunion et nous aurons une séance d'échange questions-réponses à la fin du webinaire. Vous aurez à disposition d'ailleurs l'ensemble des slides après la présentation. Alors, on va parler de décarbonation de l'industrie. Bien sûr, c'est un enjeu assez majeur pour atteindre les objectifs de la France en termes de décarbonation. On est dans le plan de relance avec un budget de 1,2 milliard d'euros directement destiné à l'industrie pour décarboner ses process. Et la décarbonation, c'est un certain nombre de choses. C'est bien sûr d'abord l'efficacité énergétique sur les procédés, sur les utilités industrielles. C'est aussi les énergies renouvelables thermiques, notamment la biomasse, la variation de chaleur fatale. Ça sera l'électrification des procédés, mais également les intrants matières peu carbonées ou des actions diverses de recyclage matière qui peuvent réduire elles-mêmes l'ensemble des GES. Alors, nous aurons avec nous cet après-midi, en termes d'experts pour l'ADEME, Florent Villard, Valentin Jean, Antoine Sarouille, et pour la DGE, Céline Boussetta. Donc, je leur cède la parole dès maintenant. À vous les slides. Merci, merci Daniel. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, donc on va parler du fonds de décarbonation de l'industrie dans ce nouveau webinaire qui fait notamment suite à celui du 6 juillet. Donc le programme, on va focaliser tout d'abord sur le volet décarbonation des procédés du fonds de décarbonation de l'industrie, en rentrant notamment dans les détails sur l'appel à projet Décarb 1 de l'ADEME et le guichet de subvention de l'ASP. Par la suite, mes collègues feront un focus sur l'autre volet du FDI qui est la chaleur bas carbone. Et puis nous finirons par quelques actualités de l'ADEME et comme l'a dit Daniel, une session de questions-réponses. Donc le fonds de décarbonation de l'industrie, pour remettre un petit peu le contexte global, c'est un fonds qui est doté donc de 1,2 milliard d'euros dans le cadre du plan de relance France Relance et qui s'opère sur les années 2020, 2021 et 2022 a priori. Donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet à ce propos, donc aujourd'hui, on sait qu'il y aura des soutiens à la décarbonation de l'industrie sur l'année 2022, mais il y a des négociations en cours aujourd'hui, notamment autour du futur plan d'investissement qui est en cours de préparation, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et on ne sait pas à ce jour quelle forme prendra le soutien à la décarbonation de l'industrie en 2022. Ce qui fait que on vous invite, si vous avez des projets en cours de préparation, à les déposer, notamment à cette dernière clôture du 14 octobre 2021. On aura l'occasion d'en reparler. Le fonds décarbonation de l'industrie, comme je le disais juste avant, c'est deux volets. C'est un volet décarbonation des procédés et des utilités et un volet chaleur bas carbone. Sur le volet décarbonation des procédés et des utilités, c'est un dispositif d'aide à l'investissement qui vient en articulation des C2E. L'ADEME traite tous les projets ayant des montants d'investissement supérieurs à 3 millions d'euros dans le cadre d'appel à projet. Et l'ASP, l'Agence des services et des paiements, s'occupe de traiter des projets inférieurs à 3 millions d'euros d'investissement sur une liste fermée de technologies. Côté volet chaleur bas carbone, cela concerne la chaleur issue de la biomasse ou des combustibles solides de récupération. Cela vient sur l'aide à l'investissement en complément du fonds chaleur ou du fonds économie circulaire, qui sont des fonds existants de l'ADEME. Et la nouveauté est notamment une aide au fonctionnement, une aide à l'OPEX, qui est effectivement en cours de notification aujourd'hui à la Commission européenne côté biomasse et en discussion côté CSR. Si on fait sur cette slide un focus sur les opportunités de soutien financier au sein de l'ADEME, vous avez devant vous donc la cartographie des dispositifs en cours dans le cadre de ce fonds de décarbonation de l'industrie.
En 2020, côté volet décarbonation des procédés, c'est la partie gauche du tableau, on avait fait un appel à projet Indus, vraiment focalisé sur l'efficacité énergétique, et puis un appel à manifestation d'intérêt Indus Décar, qui nous avait permis de, excusez-moi, de détecter des projets, des types d'actions de décarbonation qui pourraient être aidés dans le cadre de ces AAP. Ces deux objets, que ce sont la AP Indus E et l'AMI Indus Décar, nous ont permis notamment de designer, de concevoir l'appel à projet Décarbund en 2021, qui est un appel à projet plus large que Indus E, puisqu'il traite de la décarbonation des procédés et des utilités au sens large, avec de l'efficacité énergétique, mais aussi de l'électrification, de changement de procédés avec des intrants matières alternatifs ou de la réduction d'autres gaz à effet de serre. Sur cet appel à projet Décarbund, à la première clôture de mai, nous avons eu 57 projets reçus, et donc la seconde clôture est au 14 octobre 2021. Côté volet chaleur bas carbone, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux appels à projets en cours, le BCIAT, qui veut dire biomasse, chaleur, industrie, agriculture tertiaire, avec une aide à l'investissement et une aide au fonctionnement, et puis un appel à projet CSR pour les combustibles solides de récupération, qui aujourd'hui ne fait que de l'aide à l'investissement. Et sur ces deux appels à projets, la prochaine clôture, la prochaine relève de projet est aussi au 14 octobre 2021. Pour faire un premier bilan des AAP Indus E, Décarbund et puis BCIAT, nous allons vous proposer les deux slides suivantes. Tout d'abord celle-ci qui récapitule les lauréats aux appels à projets donc, du volet décarbonation des procédés, donc encore une fois les appels à projets Indus E et Décarbund. À ce jour, nous avons 45 lauréats qui vont bénéficier de 123 millions d'euros d'aide pour un investissement industriel de 560 millions d'euros. Cela va permettre d'abattre à terme 480 000 tonnes de CO2 par an, soit environ 13% de réduction des émissions des sites concernés. Vous avez la carte sous les yeux sur cette slide, et on voit que les régions industrielles françaises sont bien représentées, avec notamment beaucoup de projets dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est. Côté BCIAT, côté appel à projet BCIAT, c'est aujourd'hui 52 lauréats qui vont pouvoir bénéficier à la fois de 125 millions d'euros d'aide à l'investissement et de 234 millions d'euros d'aide au fonctionnement. Ça va permettre de débloquer 422 millions d'euros d'investissement industriel et d'abattre plus de 780 000 tonnes de CO2 par an à terme. Encore une fois, vous avez la répartition des lauréats sur la droite avec, encore une fois, on retrouve globalement les régions industrielles et une très forte concentration notamment de lauréats dans le Grand Est. Donc voilà pour la vision très globale du Fonds décarbonation de l'industrie. On va vous proposer maintenant une première analyse et une comparaison avec Indus E de l'appel à projet Décarbone qui est en cours actuellement, et notamment des résultats de notre première clôture de mai. Donc en mai, au 17 mai, nous avons récolté 57 projets qui sont actuellement en cours d'instruction. Certains lauréats ont déjà d'ailleurs été annoncés dans le communiqué de presse du gouvernement qui est paru à la fin juillet. Sur ces 57 projets représentaient plus d'1 milliard d'euros de CAPEX, plus de 275 millions d'euros de demande d'aide. Donc c'est vraiment conséquent. Dans ces projets, il y avait une dizaine de projets qui avaient été déposés à Indus E et qui ont été redéposés à Décarbone. Donc c'est totalement possible de redéposer des projets déjà déposés, soit à Indus E, soit à la première clôture de Décarbone sur la relève d'octobre qui arrive. Et si on regarde la répartition par groupe de montant d'aide demandé des projets reçus, on se rend compte que notre appel à projet Décarbone adresse essentiellement des projets de taille moyenne, avec un CAPEX de 7,7 millions d'euros et des demandes d'aide comprises entre 1 et 5 millions d'euros. Voilà, ça représente 42 projets sur les 57. On observe aussi qu'on commence à avoir des très gros projets qui arrivent, et notamment des projets avec des aides demandées supérieures à 15 millions d'euros qui déclenchent immédiatement des processus d'instruction beaucoup plus lourds, puisque dans ces cas-là, une notification à l'Union européenne, à la Commission européenne, sera nécessaire. Les temps de traitement sont beaucoup plus longs.
Dans les grands acteurs qui ont déposé des projets à Decarbund, nous vous en présentons quelques-uns. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les grands secteurs industriels français dans ces déposants. J'y reviendrai sur les slides suivantes. Mais voilà, on peut citer donc les grands acteurs du raffinage, de la sidérurgie, de la chimie, du verre, du sucre, du ciment. Ça a vraiment mobilisé beaucoup de grands acteurs industriels français qui ont soumis des projets de décarbonation très intéressants. Donc, pour aller dans une analyse par filière et par secteur, sur l'analyse par des déposants par grande filière industrielle française, on se rend compte que 4 grandes filières ressortent, que ce soit sur l'appel à projet Decarbund ou Indus, c'est le graphe de gauche. Les filières qui ressortent sont essentiellement donc les mines et métallurgies, la chimie et les matériaux, l'agroalimentaire et la construction qui inclut le secteur du verre. Sur Indus, nous avions aussi une présence intéressante du secteur du bois et du papier, qui était moins présente sur Decarbund, mais qui reste un secteur important que l'on traite dans le cadre de notre AAP. Si on va un peu plus finement dans les secteurs présents dans ces grandes filières, on se rend compte dans les mines et métallurgies, c'est essentiellement des projets dans la sidérurgie, dans la production d'acier et de fonte qui sont très présents sur notre appel à projet. On a aussi un bon positionnement de projets dans le secteur du sucre, dans le secteur du verre, dans le secteur du ciment. Donc, on arrive à adresser les gros secteurs émetteurs en France grâce à cet appel à projet. Maintenant, si on regarde dans les déposants le type d'actions de décarbonation qui ont été présentées, on observe que c'est l'efficacité énergétique qui reste le cœur de l'appel à projet Decarbund. C'est-à-dire que le levier principal présenté pour décarboner les sites industriels candidats, ça reste de faire de l'efficacité énergétique, avec aujourd'hui 44 mentions d'actions d'efficacité énergétique sur l'ensemble des projets déposés. D'ailleurs, pour moitié, cela concerne la récupération de chaleur fatale, qui peut être aussi aidée par le fonds chaleur, mais le FDI en fait une partie aussi. Ce qui est intéressant, c'est que sur Indus, donc on était sur un appel à projet en 2020 uniquement centré sur l'efficacité énergétique. Là, sur Decarbund, on a élargi aux thématiques de décarbonation plus larges comme l'électrification, les intrants matières alternatives pour décarboner intrinsèquement des procédés et les réductions d'autres gaz à effet de serre. Et cela a permis d'avoir plus de projets dans cette thématique-là avec une belle percée d'électrification, avec une augmentation des projets d'intrants matières alternatifs et puis surtout l'arrivée aussi de projets de réduction d'autres gaz à effet de serre qu'on a tendance à oublier, comme la réduction du protoxyde d'azote ou des changements de fluide frigorigène qui étaient avec un pouvoir réchauffant important. Et enfin, pour terminer ce tour d'horizon sur l'AAP et Decarbund et sur Indus, on souhaitait vous présenter quelques projets, révélateurs de la diversité de ce qu'on traite dans le cadre de cette AAP sur les différents types de décarbonation. Donc, tout d'abord, par exemple, sur l'efficacité énergétique, un projet typique, c'est le projet DETEX avec l'installation d'un nouveau séchoir plus performant énergétiquement et qui en plus permettra à terme d'accueillir plus de CSR. D'accueillir du CSR pardon, pour sécher le plâtre produit par cette entreprise. Sur les intrants matières alternatives, c'est par exemple le projet de Vicat qui consiste à substituer du clinker par des argiles activées pour faire du ciment bas carbone. Côté récupération de chaleur fatale, ça peut être par exemple le projet de Maury Imprimeur dans le centre Val-de-Loire où cela consiste à récupérer de la chaleur fatale sur des fumées d'incinérateurs pour derrière produire du froid grâce à des packs. Et puis enfin, côté électrification, on peut parler de ces deux projets dans la chimie, des remplacements de turbocompresseurs au charbon par des motocompresseurs électriques, ou alors la mise en place de recompression mécanique de vapeur, par exemple chez Innovine, pour produire du sel solide. Voilà pour ce tour d'horizon. Je laisse la main à Valentin pour rentrer plus en détail dans les exigences et les évolutions du cahier des charges de Decarbund sur la relève d'octobre. Merci Florent. Alors, donc concernant le
le cahier des charges Décarb 1. Donc, je le répète, la clôture se fera le 14 octobre 2021 à 15 h. Donc voilà, et ne ratez pas cette date et cet horaire-là. On vous encourage très fortement à prendre contact avec nos référents en région via le site que vous pouvez trouver, via la liste que vous pouvez trouver en haut à droite sur le site agirpourlatransition.adem.fr. Ça vous permettra de préparer au mieux votre dossier pour candidater. Donc, pour cet appel à projet, on a deux critères principaux d'éligibilité. Le premier, c'est un investissement supérieur à 3 millions d'euros de CAPEX sur un site industriel. On autorise des grappes de projets, c'est-à-dire que plusieurs petits projets sur le même site qui individuellement ont un CAPEX inférieur à 3 millions d'euros, mais qui en groupe dépassent cette valeur-là, seront éligibles. Et on insiste fortement sur le fait que les projets doivent utiliser des technologies matures et doivent être consolidés. Ce n'est pas un appel à projet qui vise à financer, à aider des démonstrateurs, des prototypes. Ce n'est pas l'idée. Deuxième critère d'éligibilité, il faudra que vos projets réduisent les émissions du site industriel, les émissions de gaz à effet de serre du site à isoproduction. Donc, c'est-à-dire qu'on autorise des projets qui, in fine, vont voir leur production augmenter, aucun souci. En revanche, les objectifs seront toujours remis à l'isoproduction, c'est-à-dire la production initiale. On a 4 thématiques qui ciblent donc cet AAP, cet appel à projet. Donc, la première, c'est l'efficacité énergétique. Donc, soit on remplace un équipement par un équipement qui est plus performant, ou par exemple, on peut récupérer de la chaleur fatale avec valorisation thermique sur le site industriel. Le deuxième point, c'est l'électrification, ce qui permettra du coup de se passer de combustibles fossiles, charbon, gaz, fuel, etc. Troisième thématique, les intrants matières alternatifs. Alors là, il y a deux possibilités. Soit on utilise plus des matières issues du recyclage. Pour de l'acier, par exemple, ça serait l'utilisation de ferraille. Pour du verre, l'utilisation de calcin, qui est du verre recyclé. Ou alors, l'autre sous-thématique, ça serait des matières premières alternatives. Donc là, je pense par exemple à la production de ciment qui nécessite du clinker qui est très carboné. On peut le substituer à d'autres matières premières alternatives moins carbonées. Et donc, ce genre de projet est totalement accepté dans le cadre de notre AAP. Dernier point, on autorise également des projets qui visent une réduction des émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2, donc comme ce que Florent vous avait dit, notamment N2O et méthane. Donc là, c'était les 4 thématiques sur lesquelles vous pouvez postuler pour vos projets. Maintenant, on va plutôt cibler les thématiques, secteurs et opérations sur lesquelles vous ne pouvez pas postuler, car ce sera de toute façon rendu inéligible. Au niveau des secteurs, on a les activités tertiaires, les activités agricoles, donc, sauf l'industrie agroalimentaire, mais par exemple, on ne va pas aider à l'installation d'un silo à grains, et notamment également les activités du secteur du BTP. Ça, ce sont des secteurs inéligibles. Au niveau des thématiques, on a principalement la décarbonation des bâtiments. Donc, ce n'est pas un appel à projet qui se concentre là-dessus. Donc, si ce sont des projets pour chauffer des bâtiments, mieux l'isoler, refaire toutes les lumières, tous les luminaires, malheureusement, ça ne sera pas vers cet AAP-là qu'il faudra se tourner. La thématique du CCUS, tout ce qui concerne le captage, l'utilisation et le stockage de carbone ne seront pas éligibles, notamment pour une question de maturité de ces technologies. Et enfin, on a notamment donc les engins mobiles. On ne vise pas à décarboner la mobilité via l'AAP décarbone. Dernier grand thème d'inéligibilité, ce seront les opérations inéligibles. Donc tout ce qui est mise en conformité réglementaire ne pourront pas être aidés. Les opérations déjà commencées non plus. Donc j'ai vu une question là-dessus tout à l'heure. Effectivement, en fait, l'idée de cet appel à projet, c'est quand même d'inciter, de vous inciter, vous industriels, à vous lancer dans des projets d'envergure et décarbonants. Mais il y a cette notion d'incitativité. Donc, si votre projet a déjà été lancé, si vous avez déjà démarré les travaux, on considère que vous n'avez pas besoin de cette subvention. Et vous êtes déjà rentable sans.
Les deux autres points, donc, ce sont les opérations qui sont déjà éligibles à d'autres dispositifs du soutien de l'ADEME, comme fonds chaleur, fonds économie circulaire, plan H2, puisqu'on ne va pas subventionner deux fois le même projet. Et enfin, ce que je disais tout à l'heure, on ne subventionne pas les démonstrateurs et prototypes, donc ces opérations-là sont également inéligibles. Donc voici, donc on a vu les thématiques qui sont cet appel à projet cible, on a vu ce qui rend les différentes thématiques et secteurs inéligibles. Maintenant, pour les projets donc éligibles, on va les évaluer selon 4 critères qui sont la performance de décarbonation, la cohérence et l'ambition environnementale, la cohérence et l'ambition industrielle et enfin la structuration de filière. Performance de décarbonation, ça va être donc le volume de CO2 évité. Ça va être également donc à la fois le volume brut, mais également à quoi ça correspond en termes de pourcentage de décarbonation du site, et également l'efficacité de l'aide publique pour la décarbonation. Donc, c'est-à-dire pour 1 euro de subvention, quel est le volume de CO2 que ce projet permet d'éviter. Donc voilà pour le critère de performance de décarbonation. Ensuite, pour la cohérence et l'ambition environnementale, l'un, il s'agit de présenter et d'argumenter votre stratégie environnementale et de décarbonation à court et moyen terme. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets qui vont arriver? Est-ce que vous avez des études en cours pour vérifier la possibilité de décarboner votre site ou vos sites industriels? Voilà, ce genre de choses. J'insiste également sur le court à moyen terme, puisque bon, les annonces pour une entreprise qui sera neutre en carbone d'ici 2050, c'est souvent très vague et donc c'est moins pertinent en termes d'argumentation. L'autre point pour la cohérence et l'ambition environnementale, c'est est-ce que les technologies qui vont être employées sur votre site industriel seront réplicables à l'échelle du groupe, si évidemment vous êtes concerné par un groupe. Voilà, si ce sont des technologies qui sont entièrement réplicables, c'est forcément plus intéressant comme projet. Troisième critère, donc la cohérence et l'ambition industrielle. Là, il s'agit pour nous d'évaluer si votre projet va entraîner donc soit une augmentation du nombre de salariés ou en tout cas une pérennisation de l'emploi. Est-ce que vous allez augmenter votre production? Est-ce que ce projet vous permet de récupérer des nouvelles parts de marché, etc. Quelle est votre ambition industrielle à travers ce projet? Et enfin, la structuration de la filière. Donc là, on est sur deux choses. La première, c'est quels sont vos fournisseurs pour le projet, en termes de technologie, de génie civil, etc. Est-ce qu'ils sont français? Est-ce qu'ils sont européens? Ou est-ce qu'ils sont américains, indiens, etc. Donc voilà, c'est plus la localisation des fournisseurs. Et l'autre point, c'est la réplicabilité des technologies, cette fois-ci non pas à l'échelle du groupe, mais carrément à l'échelle de la filière. Donc, ce sont des 4 critères que l'on va utiliser afin d'évaluer vos projets et ce qui nous permettra de classer en fait les différents projets du plus intéressant au moins pertinent. Je fais un point sur le SIRET versus le SIREN. C'est assez important pour vos projets puisqu'on a régulièrement des cas, des cas d'industriels qui nous contactent pour nous parler de leurs projets qui malheureusement leur dit qu'ils vont être inéligibles pour ces questions de SIRET et SIREN. L'investissement, donc le CAPEX, devra se faire sur le site industriel qui est défini donc par un SIRET. En revanche, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas forcément besoin qu'elle soit sur le site industriel, elle peut être sur un autre site industriel, mais de la même entreprise. C'est-à-dire que l'autre site industriel sera sous le même SIREN. Donc par exemple, une entreprise qui produit du verre peut chercher à valoriser, à augmenter la quantité de calcin dans sa production de verre. Donc, le calcin, c'est du verre recyclé. Et donc, on peut imaginer, on a déjà reçu des projets où l'investissement est sur l'un des sites de l'entreprise pour augmenter la quantité de calcin récupéré.
Sauf qu'en soi, sur le site industriel, ça décarbone pas du tout, de récupérer juste plus de calcin. En revanche, ce qui va décarboner, c'est d'utiliser ce calcin, ce verre recyclé, sur un autre site qui, lui, va produire le verre à l'aide de ce calcin. Donc déjà, parce qu'il y a donc ça va pouvoir le décarboner parce qu'il y a une notion d'économie circulaire en récupérant de la matière recyclée, et aussi parce que le calcin l'utilisation du calcin permettra de chauffer moins fort, moins longtemps, et donc forcément des économies d'énergie et une décarbonation associée. Donc dans ce cas-là, on a un investissement sur un site industriel délimité par un SIRET. Les émissions de CO2 évitées se font sur un autre site, donc un autre SIRET, mais les deux sites industriels sont dans le même sirène. Ça, c'est possible. Dans un cas comme ça, c'est possible. En revanche, si vous avez un investissement donc, qui est sur un site industriel et une décarbonation sur un autre site, enfin une autre entreprise qui n'a rien à voir et donc du coup pas le même sirène, on ne pourra pas accepter ces projets. Maintenant, je vais faire un petit point sur les niveaux d'aide. On a deux possibilités pour aider ces projets, et c'est à vous de le décider. Soit vous vous basez sur le régime, le RGEC, qui est le cadre européen, donc ce que vous pouvez voir à l'écran. Ça sera un niveau d'aide qui est encadré par la dominante du projet. Donc, l'une des thématiques, vous prenez la thématique principale de votre projet, efficacité énergétique, électrification, etc. Et suivant si vous êtes une grande, moyenne ou petite entreprise, il y aura un pourcentage associé, un pourcentage d'aide. Donc ça ira de 30 à 60% suivant les critères. Je vais revenir ensuite. Attention, on finance le surcoût lié à la surperformance environnementale. Vous allez donc devoir chiffrer un scénario contrefactuel. Ce scénario contrefactuel, alors, en fait, on part du CAPEX du projet, sur lequel régulièrement il y a des dépenses qui sont pas concernées par la RAP, qui sont inéligibles, donc on les enlève, et donc on obtient un certain montant qui correspond aux dépenses éligibles. Néanmoins, cet appel à projet vise donc à subventionner la surperformance environnementale. Donc, on va vraiment subventionner le surcoût qui est lié à cette surperformance. Et donc, du coup, il va falloir pour vous, industriels, définir un scénario contrefactuel qui répond à la question: qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas cette aide ADEME? Donc, un exemple très simple, c'est voilà, vous avez une chaudière à vapeur, vous avez besoin de la remplacer. Donc, dans votre projet, c'est une chaudière extrêmement performante, et le scénario contrefactuel, c'est une chaudière avec des rendements standards. Voilà, c'est le cas le plus simple. Donc, pour le scénario contrefactuel, vous pouvez vous baser à la fois sur les documents normatifs ou réglementaires, tout ce qui est bref, meilleures techniques disponibles, etc., mais également sur les études de marché, des fiches C2E. Et je vous encourage très fortement, une nouvelle fois, à contacter nos référents en région qui pourront vous aider à l'élaboration de ces scénarios contrefactuels en amont du dépôt de votre dossier. Puisque du coup, une fois qu'on a soustrait le scénario contrefactuel aux dépenses éligibles, on obtient une assiette éligible sur laquelle on va appliquer les pourcentages que l'on a vu à la slide précédente. Ensuite, on a le taux de retour brut, donc le TRB, qui lui permet en fait de ne pas subventionner. C'est une petite formule, donc que vous pouvez voir à l'écran. L'idée, c'est de ne pas subventionner des projets qui sont trop rentables, ou en tout cas de moins les subventionner. Donc on a fixé ce TRB à 24 mois, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être en dessous de 2 ans. Si vous avez un retour sur investissement via cette formule, donc inférieur à 24 mois, on sera obligé de réduire le montant d'aide. Et je tiens à préciser, faites attention, les industriels qui demanderont des C2E, c'est pas exactement, enfin c'est une formule très semblable, mais focalisée sur l'énergie. Les C2E exigent un TRB supérieur à 36 mois. Donc là, on n'est plus sur la même chose. C'est-à-dire que il y a 1 an de plus. Voilà, soyez vigilants lorsque vous demandez des C2E. À noter que pour les quotas UETS, mais je vais y revenir, on a une diminution, le prix à la tonne de CO2 qu'on avait fixé précédemment à 25 € la tonne de CO2 est monté à 40 €. Frais numéro 2, donc c'est l'aide Covid. Donc l'aide Covid, c'est un maximum de 1,8 million par entreprise, millions d'euros. Il n'y a pas de notion de scénario contrefactuel ou de taux d'aide. En revanche, faites attention, l'aide doit être octroyée avant le 31 décembre 2021. C'est-à-dire que si vos projets, donc là le dépôt c'est le 14 octobre, si vos projets sont pas très bien ficelés, qu'il y a des erreurs dans les calculs, etc., et que l'instruction prend du retard, on ne sera pas en capacité de contractualiser ce projet avant le 31 décembre,
Et donc du coup, on sera obligé de repasser sous un régime RGEC. Donc, faites bien attention, si vous choisissez ce choix d'aide, qui est l'aide Covid, vous pouvez, mais il faut que vos dossiers soient extrêmement clairs et précis. Et enfin, donc les nouveautés dans le cahier des charges. Alors, en ce qui concerne l'Adréal, on vous conseille fortement, en plus de contacter nos référents en région, de contacter également, en tout cas d'informer l'Adréal de votre projet. Ça permettra d'accélérer l'instruction. On vous a mis la liste des contacts dans le cahier des charges. Et pour les sites industriels qui sont soumis au quota UETS, vous verrez dans le volet technique à remplir, il va falloir que vous démontriez que la performance de votre projet va au-delà des benchmarks existants UETS. Si c'est pas le cas, il faut justifier l'impossibilité de faire mieux. Et donc j'en discutais, enfin j'en parlais juste avant. Le prix plancher pour les quotas, il est de 40 €. On l'a fixé à 40 € par tonne de CO2. Attention, on verra bien à la clôture s'il y a besoin de faire évoluer ce prix en fonction du niveau actuel du marché. Donc la date de clôture, je le répète, c'est le 14 octobre. Vous pouvez directement déposer sur le lien qui est affiché à l'écran. Il y a deux trames obligatoires qui sont le volet technique et le volet technico-financier que Florent va vous présenter juste après. Et donc on exige des dossiers qui sont à la fois complets et clairs. Et donc je repasse la main à Florent pour la suite. Merci Valentin. Je reprends la parole rapidement pour vous parler effectivement de trois pièces qui sont à déposer dans le cadre des dépôts de vos dossiers de demande d'aide. Tout d'abord, le volet technique, donc qui est une trame obligatoire, c'est un fichier Word qui est à remplir et que vous pourrez télécharger sur la page Agir où se trouve l'appel à projet. C'est un document dans lequel vous allez décrire précisément et littéralement votre projet avec 4 grandes parties. Une première partie sur la carte d'identité du projet, une deuxième partie sur la description du projet, donc quelle est la situation initiale, quelle est la situation future, quel est le fameux scénario contrefactuel dont Valentin parlait à l'instant. Troisième partie sur les objectifs attendus de l'opération, selon les 4 critères décrits précédemment. Et enfin, une dernière partie sur les engagements du bénéficiaire, du porteur de projet. On cherche à avoir les explications les plus claires, les plus précises possibles, ce qui permettra une instruction beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide, et ce qui sera un bénéfice pour les deux acteurs, l'ADEME et vous en tant que porteur de projet. Sur le volet, la deuxième trame obligatoire dans les pièces à déposer, c'est le volet technico-financier. C'est un fichier Excel qui est composé de 6 onglets. Le premier onglet, c'est un onglet de données techniques. On va vous demander de récapituler les données techniques sur votre site, la thématique de votre projet, le bilan énergie CO2 et les informations sur la production de votre site. Le deuxième onglet, c'est un onglet données économiques où cette fois-ci, il sera demandé le budget du projet, la manière de le financer, la modalité de calcul, donc régime d'aide RGEC ou régime d'aide temporaire Covid-19, l'investissement contrefactuel, le chiffrage du scénario contrefactuel et un calcul du taux de retour brut sur investissement. Troisième onglet, santé financière, il va vous être demandé d'insérer un certain nombre de données financières issues de vos bilans, ce qui va permettre de pouvoir faire une auto-évaluation du statut entreprise en difficulté. Ce qui est important de retenir là-dessus, c'est que légalement, nous ne pouvons pas aider des entreprises en difficulté. Ceci étant, si vous êtes en difficulté au moment du dépôt, mais que vous avez une perspective de sortir de ce statut à moyen terme, faites-nous en part dans votre dépôt et on pourra par la suite discuter pour voir comment traiter au mieux cette problématique. Côté du quatrième onglet, donc on est sur les C2E. Ici, on va vous demander de déclarer si vous souhaitez avoir des C2E et si oui, combien, ou de vous engager à ne pas demander de C2E sur ces projets, ce qui est important effectivement dans le calcul du TRB, comme Valentin en parlait juste avant. Cinquième onglet, c'est l'attestation Covid à remplir uniquement si vous faites une demande d'aide Covid sur le régime temporaire Covid. Et si tel est le cas, nous allons vous demander de déclarer les aides Covid éventuellement touchées jusque maintenant. Et enfin, un dernier onglet sur la synthèse des factures. On va vous demander un récapitulatif des factures énergétiques et matières des 12 derniers mois. Et enfin, on souhaitait faire un focus sur une nouvelle pièce qui est demandée sur la clôture d'octobre par rapport à la clôture de mai. C'est un fichier Excel en trame libre qui est imposé qui est obligatoire à déposer, un fichier de bilan énergétique et matière et puis CO2
afin que cela facilite l'instruction de notre côté, puisque souvent des objectifs de décarbonation nous sont présentés, quelques calculs pour arriver à ces objectifs de décarbonation nous sont présentés, mais ils ne sont pas forcément totalement explicites. Et par la suite, ça ralentit énormément le temps d'instruction et ça demande des allers-retours parfois un peu lourds entre l'ADEME et les porteurs de projets. Donc, merci de décrire mathématiquement au maximum la manière dont vous avez fait vos calculs pour présenter vos objectifs de décarbonation. Donc, en conclusion, ce qu'on souhaite avoir effectivement sur la clôture d'octobre, c'est que vous cherchez à nous présenter des dossiers les plus complets, les plus clairs, les plus ambitieux possibles en termes de décarbonation pour pouvoir avoir des dossiers et des projets de qualité par la suite, que l'instruction se fasse de la façon la plus fluide et la plus efficace possible. Et pour ce faire, on vous invite encore une fois vraiment à contacter nos relais locaux de l'ADEME en direction régionale qui vont pouvoir vous accompagner dans la préparation de votre dossier et dans la bonne réponse aux exigences du cahier des charges. Donc vous avez le lien ici avec l'ensemble des contacts par région. Et puis pour toute question plus générique, n'hésitez pas à nous écrire à la boîte générique décarbonation.industrie@adem.fr et Valentin et moi nous ferons un plaisir de vous répondre. Voilà pour cette présentation donc du volet décarbonation, en tout cas de l'appel à projet de décarbone, du volet décarbonation des procédés du Fonds décarbonation de l'industrie. Et nous allons passer à une présentation du guichet de subvention de l'Agence de services et des paiements par Célim Bousseta. Célim, est-ce que tu es connecté? Je te vois bien connecté, mais je ne t'entends pas. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, très bien. Valentin va passer les slides, pour toi si ça te va. Parfait, merci beaucoup. Donc très bien, bonjour à tous. Donc Célim Bousseta, chef de projet au sein du pôle énergie et décarbonation au service de l'industrie à la direction générale des entreprises. Je suis effectivement présent aujourd'hui pour vous présenter un des trois dispositifs du volet décarbonation de l'industrie. Du plan de relance, donc plus précisément le dispositif, comme ça vient d'être rappelé, qui est géré par l'Agence de services et de paiement et qui est un dispositif en guichet. Donc, pour commencer, ce guichet et le dispositif qui vient de vous être présenté, en fait, sont des dispositifs cousins, si je puis dire. Ils sont assez proches et assez complémentaires. Assez proches parce qu'ils partagent les mêmes objectifs, à savoir de baisser les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie, de lui permettre d'être plus efficiente dans sa consommation énergétique, et de lui permettre de manière plus factuelle d'atteindre les objectifs de décarbonation et de la moderniser, de la rendre plus compétitive. Donc en ce sens, on est sur des objets vraiment qui sont très proches l'un de l'autre, mais dans le même temps, ce sont des objets qui ont été pensés pour être un peu complémentaires. Le guichet a été notamment pensé pour venir toucher un public plus large, dans le sens où c'est un dispositif qui ne projette pas, n'inclut pas, pardon, de minimum d'investissement, de montant minimum d'investissement. On peut candidater à une des aides distribuées via ce dispositif pour des projets de très faible montant. Et ça permet donc à des très petites entreprises de présenter, de bénéficier de fonds distribués via ce plan de relance. C'est par ailleurs un dispositif qui est aussi facilement mobilisable. En fait, le dossier de candidature, alors à deux égards d'ailleurs, en premier lieu, le dossier de candidature est un dossier
assez simple à remplir. Il y a vraiment pas beaucoup de difficultés. Alors il y en a quelques-unes et je suis justement présent aujourd'hui pour les flécher et aider à bien remplir ce dossier et que les choses se passent bien. Mais voilà, c'est un dossier qui est somme toute assez succinct. Il suffit de remplir les informations qui sont exigées, de bien expliquer le projet, d'ajouter les quelques pièces justificatives demandées et on peut déposer ainsi le dossier auprès de l'ASP, donc quelque chose d'assez simple. L'autre facilité quelque part, c'est que ce guichet il est ouvert à tout moment. Il n'y a pas de notion de relève. Vous pouvez envoyer votre dossier à n'importe quel moment de l'année. Le dispositif est ouvert depuis novembre dernier et novembre 2020 et sera fermé le 31 décembre 2022. Valentin, si tu veux bien, on peut passer sur la slide suivante. Merci. Alors, maintenant que je vous ai présenté les motivations et les objectifs de ce dispositif, comme je vous disais, l'idée c'est de vous présenter également ces grands principes de fonctionnement et de manière un peu succincte de vous présenter la bonne manière de déposer des dossiers pour éviter les petits pièges les petites difficultés qui peuvent se présenter. Donc, la première difficulté, je vais la mentionner tout de suite avant de l'oublier. Le dispositif, donc certaines catégories d'aides, certaines catégories de biens qui sont aidés via ce dispositif reposent sur le régime Covid. Et c'est un régime, comme vous le savez déjà, qui prend fin bientôt, qui prend fin à la fin de l'année. Donc, si vous projetez, si vous avez des projets d'investissement qui concernent les catégories 16 à 21 de l'arrêté relatif à ce dispositif, j'attire votre attention sur le fait qu'il est nécessaire de se presser, de déposer votre dossier assez rapidement, parce que la fin de l'année, les montants d'aide qui pourront être distribués sur ces catégories-là seront très limité, voire nul dans certains cas. Donc, sur le fonctionnement, il est assez simple, comme je vous disais. Il y a 3 critères d'éligibilité principalement qui sont regardés dans l'instruction par l'Agence des services et de paiement. Donc, l'agence regarde en premier lieu l'éligibilité du porteur de projet. Le dispositif est consacré à l'industrie manufacturière. La vérification est faite au sens de la nomenclature d'activité française de l'INSEE, et donc il faut appartenir à la catégorie C de cette nomenclature. Et ensuite, l'ASP va s'intéresser à 2 choses, à l'équipement qui est acheté par l'industriel. Cet équipement doit appartenir à une des catégories qui est définie par l'arrêté. Alors le premier arrêté a été publié, je crois que c'était le 7 novembre 2020. Il y a eu un arrêté rectificatif qui a élargi la liste d'éligibilité le 28 mai dernier. Donc je vous invite à le consulter. Donc c'est une liste de 21 catégories de mémoire, donc on va pas les regarder une par une, mais la chose est consultable sur Internet. Et donc voilà, l'ASP va vérifier l'éligibilité de ce matériel, et ensuite l'ASP regarde, évalue non pas seulement l'équipement, mais aussi le projet en soi, et donc le fait que cet équipement soit affecté à une production industrielle manufacturière. Pour illustrer ce dernier critère, juste pour donner un exemple, imaginez qu'il y ait un récupérateur de chaleur qui soit utilisé pour améliorer la performance énergétique d'un dispositif. Si ce dispositif est vraiment consacré, appartient vraiment à la chaîne de production
de l'industriel, dans ce cas-là, l'équipement est éligible. Si la chaleur est récupérée pour réchauffer des bureaux, l'équipement ne sera pas considéré comme étant éligible. Il ne respecte pas l'un des critères fixés par le cadre réglementaire. Et j'insiste, et j'ai illustré ce troisième critère parce que c'est sans doute le plus compliqué et c'est une des difficultés qui d'expérience a mené à l'inéligibilité de certains projets qui ont été déposés aujourd'hui auprès d'ASP. On peut effectivement passer au prochain slide, Valentin, merci. Ensuite, donc une fois que l'éligibilité a été évaluée et confirmée par l'ASP, donc on passe au calcul du montant d'aide auquel est éligible l'industriel. Ce montant d'aide prend en compte bien évidemment les coûts éligibles, donc les coûts qui sont présentés sur le devis et qui sont éligibles au terme des différents critères que je viens de rappeler, les C2E et les éventuelles autres aides publiques qui auraient été, ou auxquelles se porterait candidat le projet. Ensuite, l'autre facteur, c'est le taux d'aide. Donc, ce taux d'aide est fixé par l'arrêté. Donc, il est consultable. La chose est tout à fait transparente. Vous pouvez, en regardant l'arrêté, savoir, en fonction de la catégorie et de la taille d'entreprise de votre entreprise, vous pouvez savoir quel sera le taux qui sera appliqué sur votre projet. L'autre paramètre qui est pris en compte, c'est que lorsqu'il est fait appel au régime de minimis ou au régime Covid pour vous apporter un soutien, eh bien, vous le savez également certainement, il y a des plafonds, il y a des enveloppes maximales qui peuvent être octroyées pour une entreprise sur une durée donnée au terme de ces deux régimes, et donc cela peut aussi amener à revoir à la baisse le montant d'aide si vous êtes déjà proche du plafond. Donc une petite précision sur ça, l'aide est bien cumulable avec les C2E. Il y a un certain nombre de catégories de matériel qui sont éligibles aux deux, mais elles vont venir en réduction. Donc les C2E vont venir en réduction de l'assiette éligible dans le calcul qui est réalisé par l'ASP, le raisonnement étant que le coût supporté par l'industriel était allégé de ce montant. Et donc voilà, il est pris en compte assez naturellement par l'ASP. Et peut-être une dernière chose à dire sur ce slide avant de passer au suivant, puisque je parlais tout à l'heure de la prise en compte du montant d'autres aides qui pourraient être octroyées à ce projet. Sur ce dispositif-là, on a mis les niveaux d'aide vraiment au maximum de ce que permet la réglementation européenne. Donc, on déconseille en fait tout simplement de vous porter candidat à plusieurs dispositifs pour un projet lorsque vous avez l'intention de soumettre à l'ASP. Parce que tout simplement, l'ASP va déjà viser de vous donner le maximum possible et de savoir que vous allez peut-être avoir une autre aide au titre d'un autre dispositif de soutien. Peut générer des problématiques d'instruction, de processus qui se suivent en parallèle et donc, in fine, être plutôt défavorable à l'aide qui vous sera octroyée en considérant que que peut-être sur votre autre processus, vous aurez l'aide alors que vous l'aurez pas forcément. Enfin voilà, quelque chose qu'on déconseille pour simplifier l'instruction. Donc maintenant, on peut passer au slide suivant, Valentin. Merci. Slide suivant, j'ai aussi dit ça. Voilà. Donc maintenant, juste en quelques mots, comment fait-on pour candidater à ce dispositif? Comme je disais auparavant, faire une demande de subvention, c'est assez simple. C'est remplir un formulaire. Vous verrez, il est consultable sur le site de l'ASP. Il demande des informations assez basiques. Il faut
bien faire attention à remplir correctement la partie description du projet. Là aussi, l'expérience montre que c'est une partie qui est souvent négligée, mais c'est quelque chose qui vraiment est important. L'ASP ne juge pas simplement un équipement, l'éligibilité d'un équipement, mais juge l'éligibilité d'un projet. Donc c'est nécessaire pour avoir une bonne instruction, une instruction rapide du dossier. Et puis il faut joindre toutes les pièces justificatives qui là aussi sont rappelées. Elles sont rappelées, il me semble, directement dans le formulaire, mais également dans la notice la notice d'utilisation que vous pouvez consulter aussi sur le site de l'ASP. Donc une fois que vous déposez le dossier sur l'adresse qui d'ailleurs s'affichera plus tard sur le dernier slide, l'ASP va accuser réception de votre dossier, et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez mettre en œuvre l'investissement, pas avant. Il y a une notion d'incitativité de l'aide publique, et donc il faut que vous ayez fait la démarche de demander la subvention avant de lancer l'investissement. Et donc ce moment-là, on considère que ce critère est respecté à partir du moment où l'ASP a accusé réception de votre demande. Ensuite, l'ASP instruit le dossier et suit les différentes étapes que je mentionnais tout à l'heure, détermine si le matériel est éligible, si le projet et l'entreprise le sont également. Le cas échéant, elle vous adresse un courrier et ce courrier sera accompagné d'une décision d'attribution ou d'une convention qu'il faudra lui retourner signer dans un délai qui m'échappe aujourd'hui, mais enfin, voilà, un délai assez raisonnable de mémoire. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une fois que vous avez cette convention, vous allez effectivement payer. La première fois, vous aviez des devis. La deuxième fois, vous avez des factures. Et donc la deuxième étape, c'est d'adresser ces factures payées à l'ASP pour justifier de la dépense. Donc normalement, cette étape est juste une formalité. On vérifie que tout est conforme à la déclaration initiale et on procède ensuite. L'ASP procède ensuite au paiement. Voilà sur le processus. Donc les points d'attention, je crois que je vous les ai mentionnés. Pardon, si on peut revenir juste une seconde sur le. Merci. Je crois que je vous les ai mentionnés. Déposer la demande de subvention avant de commander son bien, tout à fait. Bien veiller à décrire le projet clairement. Et effectivement, oui, dernier point d'attention que j'ai omis auparavant, c'est il est arrivé qu'on ait des dossiers avec des devis qui concernaient pas uniquement le projet, donc des choses qui sont un petit peu plus compliquées à instruire par la suite et donc qui engendrent des délais d'instruction qui sont pas forcément nécessaires. Donc là aussi, bien veiller à flécher quels sont les matériels qui sont éligibles et pour lesquels vous présentez votre dossier. Voilà, je crois que j'ai terminé. Donc sur ce dernier slide, comme je vous disais, c'est l'adresse à utiliser si vous avez des questions sur le fonctionnement de ce dispositif ou principalement si vous souhaitez déposer un dossier, c'est la même adresse. Très bien. Alors du coup, Selim, je te propose de répondre à une ou deux questions que l'on a vu passer dans le chat. Il y avait notamment une question sur l'ajustement de l'aide de l'ASP par rapport aux aides C2E. C'est-à-dire que comme le montant de l'aide C2E n'est connu qu'à l'issue d'une période de mesure, donc bien plus tard que le moment où le montant de l'ASP est défini, est-ce que c'est possible d'ajuster à la hausse ou à la baisse le montant de l'ASP une fois que l'on a le montant exact des C2E? Alors, à la hausse, alors ce n'est pas possible d'ajuster l'aide à la hausse pour le même critère d'incitativité en fait que je mentionnais tout à l'heure. En revanche,
À la baisse, c'est possible et c'est même une obligation. Si le montant estimé au moment du dépôt de dossier a été sous-estimé, le porteur du projet a l'obligation, au moment où il a l'information que le montant de C2E est revu à la hausse, d'en informer l'ASP. Ok, très bien. Et après, Laurent, je ne sais pas si dans les questions que tu as vues passer, auxquelles tu as apporté un élément de réponse, si tu penses qu'il y en a une ou deux qui méritent d'être portées à Il y a une l'oral. question effectivement de Julien Aristizabal. Comment est calculé le montant de la subvention avec le mécanisme ASP? Est-ce qu'il y a un objectif euro par tonne de CO2, un objectif d'efficacité d'aide publique côté ASP? Alors, la réponse est oui et non. Il y a évidemment, on est sur un dispositif de décarbonation, donc il y a évidemment un objectif de décarbonation et c'est évidemment quelque chose qu'on regarde, qui nous intéresse sur le suivi de ce dispositif. Non, dans le sens où on a créé un guichet et ça n'est pas un critère de sélection. En fait, la sélection s'est faite en amont, au moment où on a défini la liste de matériel éligible. Et ce ne sont que des matériels qui permettent vraiment de décarboner ou de faire de l'efficacité énergétique, mais qui ont un impact positif. Une fois qu'on est bien, qu'on coche bien ces cases-là, l'ASP ne va pas regarder et sélectionner que les projets les plus efficients en termes d'euros par tonne de CO2 abattu. Voilà. C'est pas quelque chose qui est un critère de sélection ex post, si je puis dire. Ok, et alors du coup, donc, merci pour cette réponse. Et on a une dernière question qui concerne l'ASP de Patrice Laurent. A-t-on une idée des volumes de demandes reçus à ce jour et le montant d'aide moyen? Alors, très bonne question. J'ai plus les chiffres en tête dans l'immédiat. On a reçu, alors je dirais à peu près 300 dossiers à ce jour, en ordre de grandeur. Hein. Et on est sur une bonne centaine de dossiers qui ont été déclarés éligibles à ce stade. Et en termes de montant, on est sur, là aussi de mémoire, une vingtaine de millions d'euros de dépenses présentées et avec un taux moyen, enfin, voilà, on serait dans les 7 millions d'euros d'aide sur ces projets éligibles. Voilà. Parfait. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions qui concernent directement l'ASP. Donc, merci Céline pour ton... Il y avait peut-être une question que j'avais notée, c'est-à-dire que les participants ont bien compris que les entreprises éligibles, entreprises manufacturières dont les codes NAF sont précis. Il y avait une question qui disait, en fait, est-ce qu'en 2022, ça sera toujours le cas ou est-ce qu'éventuellement, ça pourrait être étendu à d'autres types d'industries? Pour le moment, il n'est pas prévu d'étendre ce critère d'éligibilité. D'accord. Mais ce sont des choses qui se regardent. S'il y a des suggestions, la personne qui a posé la question peut nous contacter pour en discuter. D'accord, merci. Et enfin, voilà, dernière question sur l'ASP, et après on va passer à la chaleur bas carbone. Est-ce qu'il est possible d'avoir accès à des exemples de projets aidés par l'ASP, et alors plus précisément dans le secteur de l'agroalimentaire? Est-ce qu'il y a un lien, un communiqué de presse avec une liste de projets qui ont été lauréats? Non, on n'a pas sur le guichet ASP, on n'a pas de communiqué de ce type. Enfin, on est souvent sur des niveaux d'aide inférieurs, donc c'est un peu moins communicant. C'est un peu propre à la construction de ce guichet-là. On a des montants unitaires qui sont
de l'ordre de la dizaine de milliers d'euros. Donc pour le moment, pas de communication, mais c'est quelque chose qu'on regarde. On pourra effectivement partager à l'avenir un certain nombre de success stories. Prends l'idée. Ok, parfait. Bon, merci beaucoup Selim, et je propose du coup que l'on passe à la chaleur bas carbone, donc au BCIAT, avec Antoine Sarouille qui va nous présenter Oui. cela. Merci, au revoir. Au revoir Selim. Alors bonjour à tous, Antoine Sarouille, donc moi je suis ingénieur en charge sur l'appel à projet BCIAT avec mon collègue Sylvain Bordebeur. Donc je m'occupe principalement des aspects techniques et économiques des projets et du coup je fais partie de l'interface avec les industriels. Donc pour reprendre un peu sur notre appel à projet, on a eu 2 dates de clôture en 2021, donc une date en mai dont on va parler aujourd'hui et la prochaine date qui est le 14 octobre 2021. Donc, comme mes collègues l'ont évoqué, on est un peu sur une incertitude en 2022. Donc, pour le moment, il n'y a pas de date prévue en 2022. Il est possible dans les prochains mois qu'on communique dessus si une future date sera mise en place, étant donné que nous ne fonctionnons pas uniquement sur du fonds décarbonation, mais également sur du fonds chaleur. Le fonds chaleur étant amené à continuer pendant encore plusieurs années. Pour le dépôt d'octobre, vous avez le lien aussi en dessous. Donc, je vous laisserai l'utiliser à partir de la présentation qui vous sera fournie. Et vous pourrez du coup déposer et regarder tous les documents qui vous sont demandés dans le cadre d'un dépôt. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, juste pour un petit rappel, pour les points essentiels d'un projet biomasse, nous, ce qu'on demande dans un premier temps, c'est surtout de faire des démarches d'économie d'énergie. Donc, on va vraiment chercher à optimiser le procédé et le projet de l'industriel avant de réfléchir à la source énergétique. Une fois que tout ça a été fait au niveau des démarches d'économie d'énergie, on va passer du coup à la source thermique. Là, dans notre cas, ça va être des projets biomasse. On va vous demander d'optimiser surtout votre dimensionnement thermique, parce qu'on a eu par le passé quelques exemples de problèmes. C'est si on surdimensionne ou on sous-dimensionne une installation, ça va poser des problèmes. Dans le cas d'un surdimensionnement, on va fonctionner avec un taux de charge réduit, ce qui fait que ça va être un peu plus long pour atteindre une bonne efficacité au niveau de la chaudière. Ça va avoir un impact assez négatif sur votre activité. Donc c'est pour ça, c'est un point majeur. On a également le plan d'approvisionnement. Donc sur ce point-là, on vous invite vraiment à contacter les directions régionales qui s'occupent donc avec la cellule biomasse, donc à la fois les préfets, DRAF, DREAL, de regarder vraiment l'aspect approvisionnement en sachant qu'il y a quelques soucis par région. Donc, je pense à certaines régions qui sont moins boisées que d'autres, où du coup il va peut-être falloir diversifier votre approvisionnement. Donc pareil, un point assez important, ça va être de réfléchir si votre projet va être plutôt en bois A ou en bois B, bois des déchets. Donc ça, c'est des points importants, mais sur lesquels vous pouvez être accompagné en contactant directement nos directions régionales. Au niveau du traitement des fumées, donc là, on est vraiment dans de l'actualité. Hein. On regarde de plus en plus l'impact sur la qualité de l'air. C'est pour ça on vous demande vraiment de regarder votre traitement des fumées et de ne pas en fait réduire par exemple sur vos investissements, essayer de gagner 100 000 euros sur vos investissements en ne prenant pas d'électrofiltre ou autre. Car par la suite, la plupart des installations qu'on accompagne sont des installations qui sont soumises à de la protection de l'environnement, ce qu'on appelle des installations ICPE. Et si vous ne respectez pas du coup les normes liées à votre installation, vous allez vous faire rattraper derrière par tout ce qui va être DREAL et du coup c'est plutôt négatif pour vous. Donc partir directement sur un projet optimisé avec vraiment des équipements de traitement des fumées type électrofiltre ou injection de chaud, enfin en fonction de votre activité, c'est très important et ça on regarde de plus en plus dans notre appel à projet. Enfin, ça va être optimiser l'ensemble, hein, donc à la fois le technique et financier. Donc comme dans le cadre des guichets ASP, on va regarder
enfin, il y a les équipements éligibles qui vont être bien sûr mentionnés dans notre cahier des charges, mais actuellement, on regarde beaucoup l'efficience des projets. Donc, dans un premier temps, on va vraiment classer sur l'efficience des projets. On regarde bien sûr l'histoire et le contexte du projet. Donc, il peut y avoir des contextes au niveau local, de l'emploi, de la valorisation du coup de la matière première vraiment à proximité. Mais l'aspect économique reste majeur, donc avec un premier classement en euros par mégawattheure ou en euros par tonne de CO2 d'origine fossile évitée. Donc on va être sur des conventions de 10 et 15 ans. Donc 10 et 15 ans parce qu'on va être sur une convention de 10 ans dans le cadre de l'investissement et 15 ans sur le fonctionnement, mais je vais y revenir un peu après. Tu peux passer. Donc là, bon, c'est les 5 bonnes raisons de s'intéresser à la biomasse. Ça va passer assez rapidement, hein, mais vous pourrez directement consulter sur le site de l'ADEME. On a des petits exemples. Mais bon, les 5 principales raisons, ça va être d'avoir vraiment de la visibilité sur vos coûts de production. Donc on n'est pas comme dans le cas du gaz avec une grosse variabilité au niveau des prix. Généralement, on invite vraiment nos industriels à voir avec leurs fournisseurs pour mettre en place des contrats à long terme, sur 5, 8 ans, 10 ans, voire plus, en fonction des possibilités. Vous êtes sur des technologies qui sont éprouvées, à haut rendement énergétique, qui existent depuis des dizaines d'années maintenant et qui sont encore en train de s'améliorer. Au niveau de la ressource, donc ça, c'est, comme je l'évoquais avant, l'approvisionnement, c'est quelque chose de très sensible. Ça va vous permettre à la fois d'être dans un circuit court et de redynamiser l'économie locale. Et également, donc là, dans le même état d'esprit que l'approvisionnement, essayer d'avoir du bois certifié et de valoriser des déchets qui pourraient aujourd'hui ne pas avoir de débouchés. On a également du coup la haute performance environnementale liée au CO2. Et enfin, ce que j'évoquais rapidement au début, c'est qu'on travaille à la fois sur du fonds chaleur et du fonds décarbonation. Donc là, c'est pour ça qu'on vous incite surtout à déposer en octobre, car jusqu'à présent, on sera encore sur le mixte, fonds chaleur et fonds décarbonation, avec un fonds décarbonation qui est généralement bien doté. Mais par la suite, on va quand même continuer avec des appels à projets chaque année sur le BCIAT, cette fois sur du fonds chaleur, mais où on passera seulement entre 40 et 50 millions d'euros d'aide, alors que là, on est à plus de 100, 200, voire 300 millions en fonction de ce que nous dote le fonds décarbonation, ce qui a été évoqué au début. Donc c'est pour ça qu'on vous incite fortement à déposer en octobre si vous avez des projets biomasse et ne pas attendre 2022. Donc tu peux passer à la suite. Donc là, c'est juste pour rappeler rapidement l'éligibilité dans le cadre de l'appel à projet BCIAT. On est uniquement sur des projets industriels de chaufferie biomasse de plus de 12 000 MWh par an. Donc 12 000 MWh soit au total quand c'est une nouvelle activité, soit supplémentaire si vous aviez déjà de la biomasse sur le site par le passé. C'est dans le cadre d'une substitution d'énergie fossile, donc gaz, fioul ou charbon. On a aussi également du coup les nouvelles activités et les renouvellements des chaudières biomasse. Donc jusqu'à présent, on discutait plutôt sur les chaudières de plus de 15 ans. Sur le cahier des charges d'octobre, on vous invite à le consulter. Il n'est pas encore disponible, mais il va être bientôt mis à jour. Et ce renouvellement va peut-être être abaissé, donc ça pourrait être intéressant pour ceux qui ont eu des petits soucis sur leur chaudière biomasse, qui ont peut-être seulement 10 ans et qui pourraient rentrer dans l'éligible. Donc comme je l'évoquais, on a deux types d'aides. L'aide à l'investissement, on va être sur une convention de 10 ans, donc là qui va être capée par rapport au taux d'encadrement communautaire. Donc ça va être entre 45 et 65% de l'investissement global en fonction de la taille de l'entreprise. Et également depuis septembre l'année dernière, l'aide au fonctionnement qui a été mise en place, donc qui est une aide annuelle. Les conventions, par contre, ne seront pas des conventions ADEME, mais des conventions ASP. Et c'est une aide, donc là, on vous invite à nous contacter pour en discuter un peu plus en détail, mais je vais vous présenter sur la slide d'après. On fonctionne avec une formule qui prend une part fixe, donc l'aide qui va être définie à l'année donnée, donc l'année de dépôt, mais également une part variable qui va s'adapter à la réalité du marché. Donc on va prendre en compte notamment le gaz ou le fuel ou le charbon, le CO2 et les taxes qui vont être liées.
Donc, et oui, petit rappel, pour les l'aide à investissement qui sont supérieurs à 15 millions d'euros, on va devoir faire l'objet d'une notification européenne individuelle. Donc, pour avoir en tête ceux qui ont des gros projets, il va falloir à peu près 1 an de délai. Pour être un peu large, ça va prendre à peu près 1 an d'instruction, le temps d'avoir toutes les validations, car on doit passer en Commission européenne. Donc, on peut passer après. Donc la méthodologie, on va passer rapidement. On compare juste le projet biomasse avec la solution de référence qui va dépendre de votre projet, si vous fonctionnez au fioul, au charbon ou au gaz. Ça va entraîner du coup soit une économie, un surcoût auquel on va ajouter les aides et les valorisations des tonnes de CO2. Et en fonction de ça, du coup, vous allez aussi pouvoir estimer l'aide au fonctionnement qui vous serait nécessaire au moment du dépôt pour pouvoir avoir un projet viable chaque année. Néanmoins, on vous invite à ne pas surdimensionner ces aides au fonctionnement, qu'elles pèsent assez lourd sur la balance lorsqu'on fait les classements en euros par tonne de CO2 évité. Donc, on vous incite malgré tout à vous inscrire dans ce mécanisme qui est très intéressant car ça vous apporte une sécurité si un jour le gaz rechute ou s'il y a une chute également du CO2. Mais malgré tout, on vous invite à bien dimensionner et à pas essayer de trop tirer la corde sur l'aide au fonctionnement en cherchant à avoir beaucoup d'aide, car ça pourrait plutôt être un aspect assez négatif pour votre projet vu qu'il ne va pas être efficient. On peut passer. Donc là, je vais passer encore rapidement. La nouveauté 2020, comme je l'ai évoqué, c'est l'aide au fonctionnement, aide de 15 ans gérée par l'ASP, la composante fixe et la composante variable. Donc là, vous pourrez retrouver du coup sur cette slide-là la formule assez simplifiée, mais en cas de besoin, contactez-nous et on vous donnera une note plus détaillée sur les modalités de cette aide. Donc là, on peut avancer. Donc juste quelques bilans rapides maintenant. Le bilan de 2009 à 2020, on est à 140 installations. Donc là, c'était en juin. Suite au copil de juin, on est à 154 installations, donc 68 réalisées et du coup 86 qui sont en cours. Donc les 14 installations supplémentaires, ce qui nous amène à 52 projets lauréats pour juin et octobre 2020. Les 14 projets, plus de la moitié sont présents en Grand Est. Donc en fait, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec mes collègues, on est sur de nombreux projets en Grand Est. Donc pour les industriels qui auraient des nouveaux projets en Grand Est, vraiment faire attention surtout sur la partie approvisionnement. Parce qu'on est sur une région où, certes très forestière, mais où il y a une grande tension sur la ressource par rapport au nombre de projets. Donc on peut passer. Au niveau de l'approvisionnement, là, c'est juste pour montrer l'évolution qu'il y a eu. Donc, quand on se plaçait au début, on va dire entre 2009 et 2014, sur les premiers projets BCIAT, on était beaucoup sur de la plaquette forestière. Et ce qu'on voit aujourd'hui, donc en lien avec ce que j'ai dit sur la slide d'avant, sur certaines régions, il y a des tensions au niveau de la ressource. Donc, une diversification est importante et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les projets du coup depuis 2015-2016 plutôt même. On part plutôt sur du déchet de bois traité et souillé. Et on réduit la part plaquette forestière. Après, ça va beaucoup dépendre de l'activité et il ne faut pas non plus mettre de côté la plaquette forestière parce qu'il y a une ressource malgré tout qui est présente en France, mais ça va dépendre de la région. C'est pour ça que je vous invite encore à contacter dans le cadre de vos projets nos directions régionales qui pourront vous accompagner sur cet aspect disponibilité de la ressource. On peut avancer. Donc un petit bilan sur 2020. Donc là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure où c'était pas encore totalement à jour. On a eu 52 projets lauréats avec une production de 3500 gigawattheures par an. Ça représente à peu près 3,5 fois plus de projets que les années précédentes, donc que 2019 et avant. Donc grâce au plan de relance, on peut accompagner beaucoup plus de projets, grâce notamment au fonds décarbonation. Donc, je le répète encore une fois, on vous invite vraiment à déposer en octobre, comme nous n'avons pas de vision sur 2022. Donc, même si vous déposez maintenant, ça nous permettra, même s'il reste encore du budget en 2022, de, on va dire, prendre une sécurité sur la validation du projet. Au niveau de l'engagement, donc oui, tu peux avancer, on vous laissera regarder. Au niveau du dépôt de mai, on a eu 21 nouveaux projets qui sont déposés. Donc là, on est assez varié au niveau des régions. On reste quand même sur 4 projets en Grand Est
et 4 gros projets. Donc c'est pour ça, là, je vous invite encore à vraiment faire attention sur les projets qui vont être déposés en grand test et encore plus à nous contacter en amont et à contacter à la fois DREAL et direction régionale. On a également 12 anciens projets qui ont été remis en compétition. Tu peux avancer. Et quand on fait un peu la synthèse de tout ça, sur ce qui a été déposé, ça représente près de 255 millions d'euros d'aide. Donc ça, c'était quand on était sur les projets bruts. Aujourd'hui, les demandes ont évolué, donc on va mettre à jour. Pour donner un peu un ordre d'idée, on va se réunir mi-septembre pour définir les prochains lauréats et on devrait avoir une communication plutôt en octobre sur les nouveaux lauréats suite à ce dépôt de mai 2021. Donc, tu peux passer. Donc pour finir, ça, on vous laisse également aller regarder. Ça, c'est les retours d'expérience qu'on a eu sur nos différentes installations. Donc là, il y a 54, notamment 54 exemples d'installations en entreprise qui avaient été réalisées il y a quelques années. Donc, je vous invite fortement à aller consulter ces différentes ressources. Pour le petit mot de la fin, on va être également présent sur la semaine chaleur renouvelable où on va avoir notamment Nestlé qui va venir faire un retour d'expérience et on va également être présent sur le salon Pollutech où ça va être également Nestlé. Et on devrait avoir d'autres retours d'expérience officiels lors de la semaine chaleur renouvelable, potentiellement avec Saika et Cepol qu'on va inviter à témoigner. Donc, s'il y a encore des industriels qui ont quelques doutes ou qui ont besoin d'être un peu plus convaincus, n'hésitez pas à nous contacter ou directement à participer à ces événements, à ces différents salons, où cette fois les industriels pourront vraiment parler de leur expérience. Et pour moi, normalement, c'est Merci Antoine. Très vite, je vais passer aux autres actualités afin qu'on ait quand même un petit temps d'échange et de questions-réponses à la fin. Alors, l'ADEME est en train de réaliser une expérimentation qui est déclinée selon 4 accompagnements. Donc, ça s'appelle Expedit the Industrial Transition. C'est donc 4 accompagnements qui sont donc la définition de trajectoire d'investissement bas carbone, l'étude d'opportunité pour le changement de mix énergétique, l'audit effacement et un audit stratégie d'achat d'énergie décarbonée. C'est une expérimentation dans le sens où on a une liste d'intervenants qui sont associés à divers accompagnements. Vous pouvez voir Greenflex, Indigo, Acajoule, etc. Et ces intervenants vont travailler avec les industriels volontaires pour, par exemple, dans le premier accompagnement, pour définir pour l'industriel concerné sa trajectoire d'investissement bas carbone. Voilà, l'idée derrière ça, c'est de mettre en place des méthodologies que l'on pourra décliner et diffuser par la suite. Alors, on a un phasage de cette expérimentation qui, en fait, on va lancer l'expérimentation dès ce mois-ci, septembre 2021. Donc, si vous êtes un industriel et que vous êtes intéressé par l'un des 4 accompagnements que j'ai cités, vous pouvez répondre à l'appel à candidature pour faire partie donc de l'un de ces participants, de ces volontaires, et de travailler avec les intervenants concernés afin de mettre en place différentes méthodologies. Ce qui est important à retenir dans ce schéma, c'est qu'il y a plusieurs appels à candidature. En revanche, si on voit que on a déjà assez d'industriels volontaires dès le premier appel à candidature, on va évidemment pas les continuer jusqu'au 3e. En parallèle de ces appels à candidature, donc il y a une contractualisation et une signature d'engagement à la fois entre l'ADEME et le prestataire et entre l'ADEME et l'industriel, et la réalisation des études et audits par le prestataire qui travaillera donc avec l'industriel. Au plus tard en 2023, pendant l'été 2023, les différentes méthodologies seront consolidées et finalisées. Et en 2024, donc ce sera
mettra en place une aide à la décision et une mise en ligne des différentes méthodologies. Donc, ce qui est intéressant là pour vous, c'est que vous avez en priorité donc ces accompagnements gratuits pour l'industriel. Mais ce sera quand même un travail puisque on cherche à définir et consolider des méthodologies. Si vous êtes intéressé donc, par l'un de ces 4 accompagnements, on vous conseille de contacter Thibaut Rouenet de l'ADEME, vous pouvez voir son mail plus haut, qui est en charge de cette expérimentation. Et dernier point, très rapide, prochaine rencontre de la transition industrielle. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous y ont participé, mais le 2 septembre, on a eu une RTI, donc une rencontre de la transition industrielle qui concernait l'empreinte carbone de l'industrie française et un benchmark international des investissements dans les usines neuves. Et on aura un prochain événement le 9 novembre focalisé sur l'hydrogène dans l'industrie et plus particulièrement sur l'utilisation de l'hydrogène pour la production d'acier. Donc, même chose, vous avez une adresse mail en bas pour toute question relative aux rencontres de la transition industrielle. Voilà, je vous propose du coup de faire un petit point sur les différentes questions qui ont été posées. Donc n'hésitez pas là si vous reste des questions actuellement, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra en direct. Je tiens d'entrée de jeu à préciser parce qu'on a eu beaucoup de questions dessus. Donc pour 2022, on ne sait pas encore si les dispositifs, que ce soit la chaleur bas carbone, donc le BCIAT ou notre AAP Décarb Inde, on ne sait pas encore s'ils vont être pérennisés. Ce que l'on sait, c'est que de toute façon, la décarbonation de l'industrie va continuer. Ça sera au programme. Il y aura donc des dispositifs qui concerneront cette thématique-là. En revanche, est-ce que ces dispositifs vont se traduire par une pérennisation du BCIAT et de Décarb Inde, ou est-ce que cela va se traduire par des nouveaux appels à projets avec des cahiers des charges un peu différents? Là-dessus, on ne sait pas. On aura la réponse d'ici la fin de l'année sûre. Mais actuellement, on n'est pas en mesure de vous répondre précisément. C'est pour cela que on vous incite, que ce soit du côté des Carbone ou du côté du BCIAT, à, si vous le pouvez, déposer dès le 14 octobre et ne pas attendre une possible date de clôture pour 2022. Donc voilà, ça c'était une question que j'ai vue régulièrement posée. Donc bien évidemment, les slides seront disponibles à l'issue de ce webinaire. Et je ne sais pas si Daniel ou Florent ou même Antoine, vous avez vu des questions qui sont un peu revenues auxquelles on pourrait repasser une couche. Il y avait une question un petit peu délicate qui était de dire si j'ai pas toutes les informations financières, etc. pour mon dossier, est-ce que j'ai intérêt quand même à le déposer dès le 14 octobre, quoi. Ça, c'est une question un petit peu délicate, j'imagine. C'est effectivement délicat, sachant que je viens de vous dire que on vous pousse vous industriels à déposer vos projets le 14 octobre. Alors, il n'y a pas de réponse exacte, ça va être au cas par cas. S'il manque trop de pièces, on ne pourra pas de toute façon accepter vos projets. En fait, le projet ne sera pas assez mature. S'il manque la facture d'électricité du mois de janvier, là, ça se discute très fortement. On pourra accepter le dossier. Donc, c'est vraiment au cas par cas, suivant les problématiques à la fois de votre projet et les problématiques de constitution de votre dossier. Et on pourra accepter certains dossiers, même s'il en manque une ou deux petites pièces, mais attention, ça fera pas du tout, c'est pas une généralité, et il faut pour cela que vous contactiez dès à présent nos référents en région afin de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir leur présenter votre projet et ce qui vous manque pour voir si c'est possible de quand même déposer d'ici la clôture, ou si c'est pas la peine, ce sont des pièces trop importantes pour la bonne tenue du projet, et donc on sera malheureusement obligé de refuser le projet.
J'avais juste une petite précision également. Comme ça n'est pas le premier webinaire sur ce thème, nous avons réalisé donc avec l'ADEME une FAQ, une foire aux questions. Elle est déjà sur le site de la T2E et on vous joindra la référence pour accéder à cette FAQ après ce webinaire. Effectivement. Alors, je vois une question de Michel Combe. Je pense que c'est une question qui est relative à l'expérimentation avec les divers accompagnements. Si c'est bien là-dessus, les différents BE ont déjà été sélectionnés il y a plusieurs mois. Donc, malheureusement, vous ne pouvez pas faire partie du panel des bureaux d'études. C'est pas une recommandation de bureau d'études, c'est vraiment une sélection des bureaux d'études qui a été faite en amont. Oui, c'est vraiment, pour compléter, c'est un processus d'appel d'offres qui a été lancé et par ailleurs, nous ne faisons pas de recommandation de bureau d'études à des industriels de quelque manière que ce soit, voilà, pour être totalement clair sur cet aspect recommandation. Je pense qu'il y avait une question sur laquelle on peut revenir. Alors nous, on y a répondu du côté de l'appel à projet Decarb Inde, mais elle pourrait concerner Antoine. Donc on nous avait demandé, le temps que je retrouve la question, c'était en termes voilà, en termes de demande d'aide, est-ce que pour le BCIAT, elles ont été à la hauteur des attentes ou inférieures ou supérieures aux attentes? Donc Je nous, on a fait dirais une même réponse à la fois je Oui, t'invite juste, on avait fait une réponse à la fois en termes de qualité de dossier et de volume d'aide demandée, où globalement pour Decarb Inde, la qualité était au rendez-vous et le volume d'aide demandée était même supérieur à notre budget. Nous, ça a été à peu près pareil. On a dû aller presque chercher des rallonges budgétaires, donc on a été au-dessus de ce qui était attendu, donc on est vraiment très content. Au niveau de la qualité des dossiers, pour la plupart aussi, on a été agréablement surpris. Après, bon, comme dans tout appel à projet, hein, il y a forcément quelques dossiers où il manque quelques pièces jointes, des choses comme ça, mais la plupart des industriels sont très réactifs et ont pu nous apporter les éléments complémentaires à chaque fois. Donc globalement, on a été agréablement surpris et très content de ces dernières dates de clôture pour 2020 et même pour 2021. Là, on a des beaux projets. Le souci qui n'en est pas un, c'est qu'on a beaucoup de gros projets et du coup, ça pose d'autres soucis autres que budgétaires. Donc, il y a à la fois le budgétaire, mais aussi approvisionnement, ce que j'évoquais. Il y a de la ressource, mais il faut pas qu'il y ait 4 projets sur la même ressource et qu'ils fassent tous 100 000 tonnes de biomasse. C'est plutôt ça. C'est plutôt la problématique qu'on a, mais en tout cas, très bonne mouture et on est très content. Ok, donc ce que ça entraîne quand même du coup, donc à la fois, donc on est satisfait, comme on vient de vous le dire. On a remarqué que les échanges en amont des dépôts des dossiers avec nos référents en région, donc on le répète, mais c'est très efficace et ça permet de faire gagner du temps à tout le monde et de consolider vos dossiers. Donc vraiment, faites-le, on vous encourage à le faire. Et par contre, le deuxième point, c'est que du coup, il y a une compétitivité entre les projets qui est accrue, puisqu'on a plus de demandes d'aide que de budget. Donc déposer des dossiers ambitieux en matière de décarbonation. Et pour compléter ce que j'évoquais aussi, oui, il y a la compétitivité et c'est d'autant plus vrai du coup par rapport à l'aide au fonctionnement. Ça pèse un poids très important dans la balance et c'est pour ça on vous invite vraiment à bien dimensionner vos projets et à pas les surdimensionner sur les demandes d'aide. Parce que si vous commencez à les surdimensionner, malheureusement, vous allez vite être classé dans le bas du tableau, même si votre projet est très intéressant et du coup, ce qui va plutôt jouer en votre défaveur. Donc, c'est pour ça on vous invite aussi, on est disponible avant les dépôts, contactez-nous, on peut échanger sur justement votre projet, les demandes d'aide, ce qu'on ne pourra plus faire après le dépôt. Donc, on vous invite là d'ici le 14 octobre à nous contacter si besoin.
Parfait. Daniel, Florent, vous voyez une question supplémentaire ou on a fait le tour et on a répondu à globalement toutes les interrogations? Vous avez répondu à toutes les questions. Moi, j'en ai pas vu d'autres, à part celles qui n'ont pas de réponse, effectivement, sur 2022, bien sûr. Non, sinon, je rappelle que vous avez accès à tous les slides et l'enregistrement et à la FAQ, sans problème. Et je voudrais remercier tous les experts de l'ADEME et de la DGE qui sont intervenus, et puis tous les participants à ce webinaire. Et vous souhaiter à tous une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Bonne Daniel. après-midi. Au revoir, merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.